Nous allons parler pendant 20 minutes, je vais vous amener à réfléchir sur les pays arabes, les révolutions, les relations qu'on peut avoir avec eux. Est-ce que c'est possible, pas possible? En un mot, est-ce qu'il aurait été plus facile pour l'Europe si on avait eu, comme les Américains, un Mexique chrétien, calme, relativement calme? Ce n'est pas du tout certain. Et donc, nous allons parler de toutes ces choses. En guise d'introduction, voici, nous avons fait il y a 2 ans une réunion de tous les instituts de prospective de la Méditerranée, tous les commissariats du plan. Et donc j'ai invité les commissariats du plan de Tunisie, d'Égypte, de Croatie, de Libye, de partout. Et je leur dis, plutôt que de réfléchir sur votre destin, Maroc 2030, France 2025, est-ce qu'il ne serait pas judicieux, si on a un destin commun entre les Arabes et les Européens, de réfléchir sur Méditerranée 2030, qu'est-ce qu'on a en commun? Et quelle ne fut pas notre joie de produire un texte qui s'appelle Méditerranée 2030, et il a été signé par tous les pays riverains de la Méditerranée, Turquie, Maroc, Espagne, France, etc. Que disent ces scénarios? C'est l'introduction, je vais vite. Ces scénarios, tous les experts s'accordent pour dire qu'il y a 3 possibilités à 20-30 ans. Une première possibilité, c'est un scénario au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Il y a au nord des pays qui se développent, la Turquie et les Balkans, la Croatie et la Serbie, mais le reste, ça végète. Et puis au sud, il y a le Maroc et la Tunisie qui s'en sortent, mais les autres sont plombés par leur démographie et leur manque de dynamisme. Donc c'est un scénario au fil de l'eau, mais il y a pire, deuxième scénario. Le premier, c'est le scénario de divergence. Certains s'en sortent, d'autres ne s'en sortent pas. Le deuxième scénario, c'est le scénario du pire. Et je pense que vous l'avez un peu en tête. C'est-à-dire le chaos politique plus le réchauffement climatique. Chers amis, si vous mettez les deux, chaos politique et réchauffement climatique, nous avons une poudrière au sud, une vraie poudrière. Et donc, pourquoi le chaos? Parce que, en l'absence d'État, des mouvements, on en parlera, l'islam politique prend le contrôle des États, il ne veut pas l'alternance, et donc ce sont des guerres infernales, longues, le déclin sur le plan économique, les investissements partent, et nous avons une poudrière au sud, couplée avec le réchauffement climatique, avec une certitude sur le réchauffement climatique, autant on n'est pas certain sur le plan politique, mais le réchauffement climatique est certain. Nous avons fait faire des études par le GIEC, et tous les spécialistes du réchauffement climatique nous disent s'il y a un point, un lieu dans le monde où nous sommes absolument certains qu'il va y avoir un réchauffement très fort, c'est sur la Méditerranée. Et le nord et le sud. Dans notre Provence, on aura des bananiers et des cocotiers, et la vigne va monter très très haut en Europe. 2-3 degrés et des cataclysmes, des tremblements de terre, des écarts de température. Pardon, non, mais je dis, mais peut-être vous me poserez. Moi, je dis ce que les études nous ont donné il y a 2 ans de ce réchauffement climatique avec des migrants climatiques. Et je suis surpris de voir des ministres algériens, mais d'autres, nous parler de migration climatique associée à des migrations politiques. Ça, c'est un scénario, on dirait, je vais vous le dire, du pire. Pour moi, je ne le retiens pas. Je ne le retiens pas. C'est certain. Et il y a un troisième scénario sur lequel je vais parler pendant un quart d'heure, 20 minutes, c'est le scénario de la convergence. Il y a convergence entre les 2 rives de la Méditerranée. Et de loin, je préfère ce scénario et surtout j'y crois.
J'y crois, je vais essayer de vous le démontrer. Donc, scénario au fil de l'eau, c'est pas brillant. Scénario du pire, il ne faut pas le garder. Et un scénario optimiste de convergence. Alors, je vais énoncer les forces à l'œuvre. Voici mon raisonnement. Je fais référence à Fernand Braudel, qui a été notre grand patron, grand passeur en matière de prospective. Fernand Braudel disait la chose suivante, à peu près. Il disait, si j'étais chef d'un grand État, je travaillerais peu. J'analyserai les forces à l'œuvre et je faciliterai celles qui vont dans le bon sens. Personnellement, j'ai utilisé avec Jospin, étant à la DATAR, cette méthode de prospective. Quelles étaient les forces qui étaient contre la concentration des populations dans Paris? Et nous avons joué. Et maintenant, mesdames et messieurs, je ne suis pas fier, mais heureux de voir que la France est relativement bien équilibrée. Et donc, nous utilisons le même raisonnement. Quelles sont les forces à l'œuvre qui vont dans le sens du rapprochement des deux rives de la Méditerranée? Il y a 7 forces à l'œuvre, et ça va nous retenir 15 minutes. La première force à l'œuvre, je la représente, la voici, c'est ce qu'on appelle la régionalisation de la mondialisation. Après les luttes Est-Ouest, capitalisme-communisme, dès qu'il y a eu la chute du mur de Berlin, c'était plus Est-Ouest que les tensions apparaissaient. Maintenant, on a des relations Nord-Sud. Et se constituent de grands ensembles régionaux. Jérémy Rifkin appelle ça des régions planétaires, mondiales. Nous préférons garder le mondial, le local et la région, grande région. Ce sont des régions simples à décrire. Ce sont les pays du Nord, je prends l'Amérique, qui va rechercher ses complémentarités avec l'Amérique du Sud. Et l'Amérique du Nord a créé une grande zone de libre-échange qui s'appelle l'ALENA, et elle va chercher à coopérer avec le grand marché commun qui se constitue au Sud, qui s'appelle le Mercosur. Et Obama passe plus de temps à négocier les accords entre l'ALENA et le Mercosur que d'aller dans le G8 et le G20, qui sont des grandes manifestations non suivies d'effets. Ce qu'il y a de bien dans ces grandes régions qui prennent la forme de quartiers d'orange, et j'ai publié en 2007 un article dans Le Monde sur les quartiers d'orange, c'est que ces régions sont sur 5 ou 6 fuseaux horaires et tournent à la même heure. Elles sont économes de transport et jouent sur la complémentarité. Vous avez une deuxième région très puissante, redoutable. C'est ce qu'on appelle l'ASEAN plus 5. C'est un immense marché commun constitué par la Chine. Ce n'est pas la Chine qui est à craindre, c'est la façon dont la Chine a maîtrisé son voisinage. Et donc, c'est un ensemble de 2,5 milliards, capable de se mettre en autarcie. Ils ont tout. Des bananes, des fruits, des légumes, de l'uranium, ils ont tout. Ils peuvent s'enfermer. Et donc, chers amis, revenons à la troisième. Je parle avec mes mains. L'Europe a bien compris qu'il fallait faire de grandes régions. Elle a commencé en 1957. Elle a fait l'Europe à 6, à 8, à 12, à 15. Et l'Europe s'élargit. Et puis maintenant, sa frontière Est bute contre l'ours soviétique, non, russe. Elle ne peut plus aller plus à l'Est, peut-être la Biélorussie, l'Ukraine, on verra. Et donc l'Europe a commencé à faire son quartier d'orange, mais elle ne s'est pas occupée de son Sud. Et les 10, 15, 20 années qui vont suivre, et vous le verrez, ça va être toute cette histoire de ces 500 millions d'Européens en 2040 qui vont aller chercher leur complémentarité avec les 500 millions d'arabo-musulmans. Mais maintenant, nous allons encore plus vite, parce qu'avec les révolutions arabes, ceux-ci nous disent, nous ne voulons pas être
les frontières de l'Europe, les voisins de l'Europe. Et ils veulent qu'on travaille avec l'Afrique subsaharienne. Et eux-mêmes ont des relations avec l'Afrique subsaharienne. Ainsi se dégage un grand ensemble régional, Europe, Méditerranée, Afrique. 500 millions d'Européens, 500 millions d'Arabo-musulmans et 2 milliards d'Africains en 2040. Un ensemble magnifique, performant. Et une démonstration simple, parce qu'il y a des éléments qui vous permettent de dire « c'est en train de se faire ». Je prends simplement un exemple. J'analyse les 300 plus grandes sociétés dans le monde, des entreprises, et je leur demande quels étaient vos découpages anciens, les découpages, et quels sont vos découpages actuels. Les découpages anciens, c'est simple. Nous avions, me dit Ford, la direction Europe, la direction Amérique, la direction Asie, la direction Afrique. Ils avaient des directions commerciales ou industrielles par continent. Maintenant, plus de 50%, je suis presque à 60%, sur EMA, Euro, Middle East, Africa. Ça veut dire que le capital, les industriels anticipent le fait que c'est dans ce quartier d'Orange qu'il va y avoir une montée en puissance des flux de capitaux, des flux de population, des flux de marchandises et des flux d'informations. Et les entreprises se positionnent sur cette stratégie. Le raisonnement clair ou simple après, l'Amérique du Sud, il n'y a plus rien à faire, pas grand-chose. L'Asie est en développement, il ne reste plus qu'un continent, c'est l'Afrique. Et Jean-Michel Severino a écrit il y a un an ce magnifique ouvrage, « Le XXIe siècle sera le siècle de l'Afrique ». Europe, Méditerranée, Afrique. C'est en mouvement. La deuxième force qui est à l'œuvre, mais je dois accélérer, c'est ce qu'on appelle l'intégration par la production. L'intégration par la production, c'est une procédure qui a été utilisée par les Japonais, qui a été utilisée par les Allemands. Cette procédure, cette méthode consiste à voir les chaînes de production se dilater dans l'espace. Par exemple, pour être clair, Renault avait une grande partie de sa production, on va dire en France. Puis la chaîne de production s'est dilatée et ils sont allés en Turquie. Puis la chaîne de production s'est dilatée, ils sont allés à Tanger. Et ceux qui le font à Tanger, ils ne pouvaient pas le faire à Poissy, parce que c'est des stratégies totalement différentes. Et donc, les Japonais, d'une façon très volontaire, ont utilisé cette méthode de dilatation des chaînes de production et ils ont créé les tigres, les dragons d'abord, et les tigres ensuite. Les dragons dans les années 60 et les tigres dans les années 80. C'est ce que l'économiste japonais Akamatsu a développé, la théorie du vol des oies sauvages, où à un moment donné, le privé, le public prennent pour cible un pays qui est au sud, vont y créer des emplois, développer des stratégies, et 20 ans après, le vol des oies sauvages va 400 ou 1000 km plus au sud. Cette méthode a été utilisée à la perfection par les Allemands après la chute du mur de Berlin. J'admire les Allemands. Ils ne parlent pas beaucoup, ils sont très efficaces. Qu'ont-ils fait? Chute du mur de Berlin en 89, crainte de voir les Polonais, les Roumains, les Tchèques venir en Allemagne, et plutôt que de voir le travail venir vers le capital, c'est le capital qui est allé vers le travail. Et donc c'est la redistribution de l'appareil de production, 20-30% de la valeur ajoutée a été redistribuée en Pologne. Et c'est ainsi que l'Allemagne a un modèle de production extraordinaire. Ils font produire à l'Est pas très cher, ils rapatrient, ils importent jusqu'à 46% des biens d'équipement, ils assemblent, ils vérifient la qualité et ils exportent en Europe à haut revenu. Ils gagnent 200 milliards de balance commerciale par an et ils créent des emplois industriels de haut de gamme. Et dont les pays arabes nous disent « mais c'est la même chose,
Si vous ne voulez pas que les Arabes montent en Europe, aidez-nous à nous développer, créer des emplois chez nous, de bas de gamme au début, sur un certain nombre d'activités, on va le voir. Fixons les populations en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, et puis après, vous exporterez, vous rapatrierez, et puis, comme le disent certains économistes, si l'Algérie avait 10% de croissance, eh bien, il y aurait 1% de croissance supplémentaire en France. Une des causes de la croissance de l'Allemagne, c'est son absorption de l'ensemble des pays de l'Est. Troisième force à l'œuvre, et mesdames et messieurs, cette coproduction, nous avons lancé le thème de la coproduction, non pas des délocalisations, des départs, mais la colocalisation, je reste en A et je vais en B. Et donc je produis en A et je produis en B, mais je prends l'avantage, les avantages comparatifs du point B. L'Algérie et l'Afrique du Nord produisent en matière énergétique, ont des coûts extraordinaires, des ingénieurs de très grande qualité, du foncier pas cher. Et nous voyons des tas d'activités, et notamment allemandes, qui descendent au sud et faire la coproduction, partage de la valeur ajoutée entre le nord et le sud. Troisième force à l'œuvre qui relie les deux rives de la Méditerranée, c'est la troisième révolution industrielle, celle si bien décrite par Jérémy Rifkin. La première révolution industrielle, vous la connaissez, c'est celle du chemin de fer, 1860. Deuxième révolution industrielle, il va très vite, Jérémy Rifkin, nous pensons qu'il y a 4 ou 5 révolutions industrielles, mais ça ne fait rien. Pour lui, la première, c'est le chemin de fer 1860, la conquête de l'Est, tout ça. La deuxième révolution industrielle, c'est les moteurs à explosion. Et il dit, maintenant, nous allons commencer, à partir de 2010, 50 ans de croissance sur un autre couplage, une autre technologie, les énergies renouvelables couplées avec l'informatique et avec les TIC. Et donc, à ce sujet, les énergies renouvelables, je vous donne simplement un chiffre. Le soleil est beaucoup plus productif au sud qu'il ne l'est au nord. C'est évident. Vous mettez des centrales au sud photovoltaïques, ça produit beaucoup plus. Le soleil est beaucoup plus actif. Je vous donne simplement ce chiffre. Produire du photovoltaïque 1 kWh produit au nord, en Allemagne, c'est entre 22 et 27 centimes du kilowattheure, quand le produit en Algérie, c'est 10 centimes du kilowattheure. Et donc, à l'évidence, comme le capital se concentre sur les lieux où l'énergie est bon marché, vous allez voir, mesdames et messieurs, des tas d'activités. La production de céramique, la production de verre, tout ça qui vont descendre dans le sud de la Méditerranée. Des fois, en allant un peu vite, je dis que dans 30 ans, 40 ans, les pays du Maghreb notamment, ce sera la Californie de l'Europe, où ce seront les tigres de l'Europe. Révolution industrielle, parlons maintenant des révolutions arabes. Nous disons à IPMED, et nous voulons diffuser cette idée, que les révolutions arabes, c'est une très bonne chose. Parce qu'en fait, il vaut mieux traiter avec des démocrates en herbe qu'avec des dictateurs chevronnés. On est sûr, mesdames et messieurs, que les révolutions arabes, ce sont des vraies révolutions, que la révolution en Tunisie, chaotique, est une vraie révolution. Au nom, non pas parce qu'ils ont chassé un dictateur, ça c'était le plus simple, mais ils sont en train d'essayer de trouver leur voie et leur chemin démocratique. C'est une révolution aussi lourde que celle de 1789. Ça durera 2 ans, 3 ans, 10 ans, peu importe. Mais il est certain que les transformations vont se faire dans le bon sens, dans le sens de la libération des peuples et de l'émancipation. Il est certain que les islamistes, l'islam politique, je pourrais dire un mot là-dessus sur l'islam politique, c'est un islam qui s'est développé entre les années 1960 et 2010. Pourquoi 1960 ? Parce que 1960, c'est le moment de la fin de la colonisation.
1960, c'est le monde arabe a fini d'avoir des liens de subordination. C'est la montée du panarabisme, c'est Nasser, c'est la victoire du socialisme, du communisme, du tiers-mondisme. Et le monde arabe est à l'apogée. Le monde arabe est libéré. Le monde arabe est fier. Et puis, 1967, guerre du Kippour, paf, une première gifle. 1970, c'est le Septembre noir, les Jordaniens qui s'entretuent avec des Palestiniens. Et puis 1970, c'est la mort de Nasser. Et depuis, le monde arabe qui a cru en 1960 être sorti de tous les tourments rentre dans l'humiliation permanente avec des dictateurs que le monde occidental entretient pour avoir du pétrole et du gaz, je passe. Et donc de 1960 à 2010, le monde arabe est humilié. Il n'a qu'un lieu pour se reposer et retrouver sa dignité, c'est dans les mosquées. Et donc se développe l'islam politique, un islam qui n'est plus spirituel, plus tout à fait, qui est une arme de guerre, à la fois contre les dictateurs et contre l'Occident, entretenu par les Américains pour lutter contre les Russes, et je passe. Et donc, de 1960 à 2010, l'islam politique se façonne dans les mosquées. C'est l'humiliation de ces peuples. Arrive 2010, la Tunisie. Chers amis, c'était presque évident que la Tunisie allait sauter, une forme d'image. L'Europe, sa puissance d'influence, elle a fait sauter le communisme dans les pays de l'Est et absorber les pays de l'Est. Mais regardez au sud, 1974, on fait sauter Salazar et la dictature au Portugal. 1976, on fait sauter en Espagne Franco. 1980, on dit au colonel grec, arrêtez vos bêtises. 1980-90, on dit aux Turcs, arrêtez vos coups d'État. Et après avoir fait le Portugal, l'Espagne, la Grèce et la Turquie, l'influence culturelle de l'Europe saute la Méditerranée. Et elle tombe sur quel pays? Un petit pays, très éduqué, très en avance. Grâce à Bourguiba, la Tunisie, 9 millions de population, les femmes libérées, 90% d'alphabétisation des ingénieurs, des cadres. Et tout ce monde se fait la révolution en disant on veut adhérer aux valeurs universelles et occidentales. Mais après, vote, c'est l'islam politique qui a gagné. Ils ont gagné, c'est évident, parce que l'islam politique était organisé, il était proche des populations, il était organisé, proche des populations, et donc ils ont gagné. Mais l'islam politique est maintenant confronté à la réalité du pouvoir. Il faudra 1 an, il faudra 2 ans, il faudra 3 ans. C'est la pagaille en Égypte, c'est la pagaille en Tunisie. Ils sont confrontés aux difficultés. Et puis vous allez voir progressivement apparaître des fissures chez les frères musulmans. Vous allez voir apparaître des fissures dans Ennahda. Vous allez voir apparaître ces transformations. Mais donc, l'histoire conduit à cette évolution. J'ai encore, pour terminer, la mobilisation de la diaspora. Déjà, chers amis, la diaspora franco-maghrébine est en train de revenir au pays. Je passe, j'ai des chiffres. Je voudrais vous dire un mot sur, et je terminerai par là, 2 choses. Ce qui s'est passé la semaine dernière, non, ce week-end à Marseille. À Marseille, il y a eu la réunion des parlements, la réunion des présidents des parlements de l'Union pour la Méditerranée, c'est-à-dire tous les parlements européens, les 27, plus les présidents des parlements arabes étaient présents, pas tous, la Syrie, etc., l'Algérie, la Tunisie. Et ces présidents, cette assemblée parlementaire des présidents de l'Union pour la Méditerranée est présidée par un Allemand, qui est le président du Parlement européen, Martin Schulz. Écoutez bien ce nom, retenez ce nom et suivez ce personnage qui va à la fois rénover certainement l'Europe
à partir de 2014 et qui est un convaincu, parfaitement convaincu, que l'avenir de l'Europe, c'est la Méditerranée. Regardez ses écrits, regardez les textes, regardez ce qui a été publié, et vous verrez ce que dit Martin Schulz est très porteur sur la Méditerranée. Mais deuxième chose, et voici ma conclusion. À Marseille a eu lieu non seulement la rencontre des parlementaires, mais a eu lieu aussi la rencontre du forum civique et le forum citoyen, c'est-à-dire les ONG, il y en avait 1500, mobilisés par la fondation Anna Lindh, cette ministre suédoise qui a été tuée il y a 7 à 8 ans. Et donc, la fondation Anna Lindh, André Azoulay, a livré ce sondage. Et le voici, il est très beau. Sondage non pas réalisé par un institut banal, il a été réalisé par l'Institut Gallup. Et ce sondage reprend l'état de l'opinion arabe analysé avant les printemps arabes et après les printemps arabes. Et donc, on a posé les mêmes questions à la fois à des jeunes, des révolutionnaires, des hommes, des femmes. L'échantillon est très représentatif. Et voici ce résultat surprenant, très positif. Entre les deux périodes, avant les révolutions arabes et après les révolutions arabes, on pose les mêmes questions du style « Pourquoi vous battez-vous ? Quelles sont les valeurs qui vous mobilisent ? Qu'attendez-vous de tel et tel pays ?» Et il ressort une croissance très forte de l'état de l'opinion arabe en général en disant « Nous nous battons pour la dignité, pour la liberté, pour l'égalité des hommes et des femmes, la reconnaissance des individus, quelle que soit leur race, leur sexe et leurs conditions. Nous nous battons pour la démocratie, etc. » Et autre question, vers quel pays et vers quel continent vous aimeriez un ancrage définitif? Et une très forte majorité, les gens de la rue, d'Égypte, de Turquie, de Jordanie, de Syrie et de Tunisie disent « Nous voulons nous ancrer à l'Europe parce que c'est l'Europe qui est la matrice de cette civilisation universelle. » Mesdames et messieurs, quand la rue dit « On veut se marier avec vous », franchement, il n'y a pas d'autre démonstration que cela. Je vous remercie.